Coucou. Alors, rencontre avec des humains d'outre-espace, forcément Roselyne Palacio, les deux vidéos que j'ai fait la dernière fois, que j'avais pas fait depuis au moins un mois et demi. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, je vais faire celle-ci. Et là, c'est prédiction, toujours de Roselyne Palacio et la rencontre d'Annie, A-G-N-I. Hein. Voilà, tout ce qu'il enfin, dans les vaisseaux, tout ça, enfin, tout ce qu'il leur fait voir, tous ces extraterrestres. Et là, c'est prédiction, et c'est quand même vachement intéressant. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs à lire, donc c'est pour ça que je vais faire la vidéo. Après, je ne sais pas, il y a nuit mouvementée, il y a peut-être encore autre chose. Et après, je vais passer sûrement après cette vidéo-là à Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion. Ça sera la prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine. Voilà. Prédiction, Roselyne Palacio, et c'est parti. Alors, prédiction, Roselyne Palacio. Alors qu'elle pense que tout va s'arrêter là, de nouvelles images vont apparaître sur l'écran et la voix va résonner à nouveau dans sa tête. Cette fois, elle s'exprime par saccades et d'un ton plus monocorde. Cela ressemble désormais à un enregistrement. Sur l'écran, Roselyne Palacio va d'abord apercevoir ce qui pourrait ressembler à la Californie. Des voitures futuristes circulent dans les rues des villes. La voix va alors annoncer qu'un important séisme dans la faille de San Andreas va provoquer un terrible glissement de terrain et qu'une crevasse immense va se former à la hauteur de San Francisco et San Luis. D'autres monstrueux tremblements de terre vont affecter la région. De San Francisco à San Diego, dans le même temps, le Mexique et l'Amérique du Sud trembleront violemment. Enfin, elle va entendre la voix prédire qu'une ultime et terrifiante secousse rayera définitivement la carte de San Diego, Long Beach, San Luis, San Francisco, Los Angeles et Hollywood, tandis qu'un tsunami de grande ampleur détruira Guadalajara et Acapulco. La catastrophe sera suivie d'une invasion de sauterelles qui détruira toutes les cultures de centre des Égyptiens. Déjà, ça commence fort. Dans le même temps, d'autres séismes de grande envergure affecteront diverses parties de la planète, causant ainsi des désorganisations majeures. L'un d'eux détruira d'ailleurs la centrale nucléaire d'Indian Point, située près de New York et construite en 1974. Elle est déjà réputée pour être celle de tous les dangers. Après ces événements apocalyptiques, l'eau sera contaminée un peu partout dans le monde, notamment aux USA et au Canada. Suivront des famines dues à des sécheresses majeures et à la contamination. Et les prédictions s'enchaîneront, c'est ainsi que Roselyne Palacio s'apprendra encore par la voix que suite à une maladie née en Afrique du Sud, une épidémie mondiale affectera le système nerveux des populations. Il s'agira d'une maladie mortelle créée en laboratoire. On pense à certaines choses. L'Afrique du Sud restera isolée du monde et ne s'en relèvera pas. Après cela, les empires technologiques américains et japonais s'effondreront. Puis seront découverts dans le cercle arctique les vestiges d'une civilisation vieille de 15 000 ans. Ça, c'est intéressant. 15 000 ans. Ouais, parce qu'on est en train de découvrir aussi sur l'Antarctique des pyramides, je sais plus quoi, enfin, il y a un peu de tout. Impitoyable, la voix poursuivra l'énumération des grands malheurs à venir. Elle annoncera ainsi que des engins nucléaires seront lancés sur des civils par des terroristes venus du Moyen-Orient, ce qui provoquera de grands désastres. C'est alors qu'un monarque trompeur du Moyen-Orient qui se respectera par le traité de désarmement nucléaire utilisera l'arme fatale. Elle révèle aussi que les Chinois iront sur la Lune, où ils construiront une base souterraine et qu'un squelette sera découvert sur Mars. Je pense à Andrea, j'espère qu'il m'écoute. Elle révélera aussi que les Chinois iront sur la Lune, où ils construiront une base souterraine et qu'un squelette sera découvert sur Mars. Donc de toute façon, je ne suis pas étonné, parce que sur Mars, il n'y a pas que des squelettes. Il y a des bâtiments, il y a tout. La voix annoncera encore que dès 1997,
c'est-à-dire avant, il y a 22 ans, 23, la Terre commencera à basculer sur son axe. Le basculement final aura lieu en l'an 2000, ce qui aura pour conséquence de déplacer les terres et les océans, en provoquant ainsi de prodigieux séismes et des gigantesques tsunamis entre 1988 et 1992 d'abord, puis entre 1995 et 1998, les initiés auront déjà quitté la Terre à bord des vaisseaux extraterrestres afin de se rendre dans d'autres galaxies. Ils ne seront ramenés qu'après le désastre de l'an 2000 pour revenir en aide à une population hélas réduite des 2/3. Après avoir entendu débiter ce chapelet d'horreur, la jeune femme est évidemment affolée. Elle va demander à Meratos si un destin aussi funeste peut être évité. Elle répondra que bien entendu tout est possible, mais seulement si les terriens se décident enfin à progresser. Bon, déjà, c'est pas vraiment ce qu'il y a eu. Bon. Après cela, la stellaire va la regarder fixement, elle va sentir comme une vibration parcourir tout son être. Dans le même temps, elle va constater que ses pensées sont en train de se figer. À cet instant, elle va avoir le sentiment diffus de se tromper à la frontière d'une autre dimension, en même temps qu'irradie une lumière difficile à décrire. Ses grands-mères défuntes vont alors lui apparaître. Elle lui sourit et elle va remarquer que leurs corps sont lumineux et transparents. En les contemplant, elle éprouvera une sensation de bien-être incroyable. Tu m'étonnes. Hélas, la vision va brutalement cesser tandis qu'elle a soudain la sensation que son corps est devenu très lourd et qu'elle étouffe. Son esprit lui semble toujours tourner très au ralenti. À ce moment, Meratos va appliquer sa main sur son front et elle va l'entendre dire « ma fille ». Puis elle va poser sa main sur son ventre en plongeant son regard dans le sien et elle va sentir immédiatement son corps redevenir fluide et léger. Roselyne Palacio dira que Meratos ne s'exprimait que télépathiquement et qu'elle avait alors l'impression que leurs pensées se mélangeaient, qu'elle lui transmettait aussi des données pour marquer son âme. Sur un écran, elle va aussi revoir Nové. Elle entendra dire que chaque humain possède une partie de la puissance divine, je suis d'accord, qui se doit de se développer, chakra, spiritualité, etc. Que ce n'est en fait que la pensée qui crée la matière, qu'en voulant rendre cette matière immortelle, l'homme court à sa destruction. Il ajoutera encore que c'est la peur et le doute qui freinent les humains. Homme, peu de foi, si vous laissez le doute envers votre être, vous perdrez tous vos espoirs, tous vos pouvoirs. Bah, les espoirs aussi, à la limite, j'ai rajouté. Lui aussi annoncera que les jours des terriens sont comptés tout en évoquant la puissance destructrice du nucléaire. Soudain, la jeune femme va s'apercevoir que ce Meratos est à nouveau en train de se dématérialiser et que les deux êtres qui avaient disparu, c'est des êtres qui ne sont pas de ce monde, sont venus se replacer devant l'écran. Malgré sa transformation, elle va pourtant continuer de lui parler télépathiquement. Dans le même temps, Roselyne Palacio aura la sensation que tout se dissout autour d'elle et qu'elle repose à nouveau sur du vide. C'est alors qu'elle va entendre comme un bruit métallique et sentir que quelque chose semble s'être ouvert sous elle. Effectivement, la voilà maintenant en train de quitter le vaisseau en flottant, l'OVNI, le vaisseau mère. On aperçoit, je crois que c'est un truc cylindrique, c'est ce que j'avais dit de l'autre histoire avant. Elle apercevra à ce moment les visages attristés des entités alors que sa communication télépathique avec Meratos vient brusquement de s'interrompre. À cet instant précis, elle se souviendra d'une phrase qu'elle a prononcée: il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Puis, sans trop savoir comment, elle se retrouvera dans la pénombre, assise sur la plage dans la position du lotus face à son amie Monique. Car maintenant la nuit est tombée, son amie semble hébété et ses enfants s'expriment mécaniquement. C'est sur ces entrefaites que Pedro va surgir en s'excusant de venir les rechercher si tard. La malchance a voulu que sa Land Rover tombe en panne. Sur le chemin du retour, l'un des enfants dira qu'il a vu Roselyne monter dans un gros avion. Pedro questionnera, mais personne ne lui répondra. D'ailleurs, personne n'ouvrira plus la bouche durant tout le parcours. En se regardant dans un miroir, quelques heures plus tard, Roselyne Palacio découvrira que la moitié de son visage est devenue rouge vif sur le côté gauche, du cou jusqu'à la tempe. Suivront pour elle 3 jours d'épisodes délirants, de cauchemars, de frissons et de vomissements. Quand elle ira un peu mieux et qu'elle pourra enfin se lever, elle constatera que son visage est à moitié couvert de croûte. Pour ce qui est de la fille de Monique, c'est encore pire car c'est la totalité de son visage qui est recouvert de ces croûtes disgracieuses. Ça vaut pas de beau. Elle aurait aimé parler de ce qu'elle a vécu à son amie, mais lorsqu'elle va commencer à aborder le sujet, celle-ci va afficher une expression glaciale et ne lui répondra pas. Dès ce moment, son comportement n'aura d'ailleurs plus rien d'amical, tout au contraire. Roselyne Palacio finira par comprendre qu'elle lui reproche en fait d'avoir attiré le malheur sur elle et sa famille. Inutile de dire qu'elle n'en revient pas.
Elle se serait attendue à tout, mais certainement pas à une telle réaction de sa part quant à la mère de Pedro, chez laquelle ils seront hébergés. Elle va lui demander, de façon très péremptoire, de ne jamais parler de ce qui s'est passé à quiconque, tout en le prévenant que s'il lui venait à l'idée de se s'épancher, tout nierait alors farouchement l'avoir connu. La dame enchaînera en évoquant le cas de leur voisin, un couple d'Américains. Ceux-là auraient disparu du jour au lendemain de chez eux. Sans laisser la moindre trace, on aurait retrouvé leurs lunettes, leurs dentiers et leur four allumé dans la cuisine. Un peu plus tard, une femme inconnue serait venue leur annoncer qu'ils avaient malencontreusement péri dans un accident de voiture. C'est pourquoi il est préférable qu'elle se montre raisonnable et qu'elle n'évoque plus jamais cette histoire avec eux, que ce soit les extraterrestres ou ce qu'elle a rencontré, la rencontre avec Danny. Et surtout qu'elle n'en parle à personne. L'ambiance deviendra si électrique que Roseline Palacio décidera d'écourter ses vacances et de regagner le Québec au plus vite. Elle restera fâchée avec son ami qui ne voudra plus lui adresser la parole durant de longues années. Bah, c'était quand même du lourd. Par contre, les prédictions... par contre, sur Mars, je suis bien content d'avoir entendu ça, parce que les squelettes, tout ça, on le sait déjà, parce que, bon, j'ai... Andreas, voilà, il y a des bâtiments, il y a des trucs minières, je veux dire, bon, bref, on le sait déjà un peu. Ça, c'est bien. Voilà, et il faut pas oublier que c'était en juillet 66, hein. Donc les prédictions qu'elle a vues entre 96, 17, 18, l'an 2000, bon. Donc quand même, déjà ça s'est passé le 26 juillet 1966. Voilà, je vais arrêter là pour Rosine Palacio. La prochaine fois, ça sera Maurizio Cavallo et les visiteurs de Clarion. C'est encore des autres êtres extraterrestres. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être beau. Il y aura pas mal de choses à dire aussi. Voilà, je coupe là. Et bah merci. Et à bientôt. A plus. Une belle vidéo de 12 minutes. Ouais, c'est parfait. Prochaine vidéo. Ah bah vous savez ce que c'est. Plus.